Bonjour à tous, Alexandre Gillion, donc avocat en droit du séjour et de la nationalité en France. Mon cabinet vous assiste dans toutes les démarches liées au droit au séjour ou à la nationalité. Que vous soyez présent en France ou à l'étranger, vous pouvez nous consulter notamment par des consultations à distance pour que nous puissions répondre à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, une vidéo qui est un petit peu dans un style qui, j'ai l'impression, plaît. En tout cas, vous me direz, mais j'ai l'impression que c'est un style qui plaît assez bien. Je vais noter les différents titres de séjour qui sont délivrés en France pour des motifs familiaux. Alors, j'ai pas mal parlé aussi des titres de séjour professionnels, mais il existe des titres de séjour pour des motifs familiaux. Et je vais donner une note sur 10 à chacun d'entre eux. Il y en a 7. Et vous aurez un peu mon appréciation de pourquoi ce titre de séjour a telle note et pourquoi tel autre titre de séjour a une note beaucoup plus faible. Alors l'idée évidemment c'est de vous permettre de savoir évidemment comme toujours où vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement faire. Et souvent avec ces titres de séjour-là, on remarque une espèce de fausse sécurité et j'en parlerai à la fin de la vidéo. Mais voilà, il faut être prudent par rapport à ça. Donc si vous détenez un des titres de séjour. Avant de vous donner les notes que j'ai attribuées à chacun de ces titres de séjour, j'aime bien quand même vous expliquer pourquoi. Pourquoi je prends telle ou telle note et que c'est pas 100% arbitraire. Évidemment, c'est moi qui donne la note. C'est tiré de mon expérience, de tous les cas que j'ai pu voir en la matière. Mais j'aime bien avoir un préalable, vous donner un peu des éléments pour que vous compreniez pourquoi tel titre de séjour va avoir une note de 2 sur 10 et pourquoi tel titre de séjour va avoir une note de 8 sur 10. Alors, parmi les éléments que je pense sont importants si vous voulez obtenir un titre de séjour et vous avez un titre de séjour pour motif familial, c'est la facilité de l'obtenir. Vous avez certains qui sont plus faciles à obtenir que d'autres quand vous les demandez. Je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, vous avez un titre de séjour pour les personnes qui sont entrées en France avant l'âge de 13 ans. Et elles peuvent demander leur titre de séjour dans l'année qui suit leurs 18 ans. Pas après, d'accord? Donc si la personne, elle l'oublie, alors c'est rare, mais on l'a déjà vu, oublie ou ne demande pas dans ses 18 ans, elle a 19 ans, c'est fini, elle ne peut plus le demander. Pareil, ça c'est vraiment un grand classique, l'étranger conjoint de français qui ne peut pas demander un titre de séjour pour motif familial directement en France s'il ne justifie pas d'une entrée régulière. Ensuite, vous allez avoir la durée des titres. Alors, il faut savoir que globalement, elle se vaut à peu près, même s'il y a quand même quelques différences, puisque certains titres de motif vie privée familiale vont permettre d'être renouvelés pour 4 ans, ce qui est plutôt l'exception. Dans la plupart des cas, ce sera pour 2 ans. La facilité du renouvellement, là, c'est vraiment un des gros critères, parce qu'on se dit, c'est pour des motifs familiaux, je peux rester pour toujours. Pas du tout. Il y a un cas évidemment qui est le cas des conjoints où évidemment le renouvellement peut être extrêmement compliqué, voire impossible. Donc la facilité ou non à renouveler votre titre de séjour. Et enfin, la possibilité du retrait du titre, c'est-à-dire l'administration peut vous le retirer ou non, un petit peu, alors c'est pas à son bon vouloir, il y a des règles, elles sont très claires et très précises, mais il y a des cas où c'est beaucoup plus difficile que d'autres, on va le voir. Donc maintenant, sans plus attendre, je vais vous donner les notes des différents titres de séjour pour motifs familiaux. Alors, ils sont tous rangés au même niveau dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire les articles L423 et tous ceux qui se suivent. Je ne vais pas vous donner à chaque fois la nomenclature juridique parce que d'une part c'est un peu lourd à dire et c'est pas extrêmement intéressant pour vous. Donc voilà, je dirais le nom du titre de séjour tel qu'il existe, en tout cas tel qu'on en parle en général. Premier d'entre eux, le titre de séjour de conjoint de français, à qui je donne une note de 6 sur 10, donc à peine la moyenne. Pourquoi? Parce que au niveau des éléments qu'on va dire positifs, il peut être demandé directement en France, ce qui en soi a quand même quelques avantages pour éviter que la personne reparte dans son pays. Voilà, c'est un peu les avantages. Au bout de 3 ans, vous pouvez obtenir une carte de 10 ans. Donc ça, c'est plutôt dans les points, on va dire, positifs. Dans les points négatifs,
Évidemment, le renouvellement, hein, il est conditionné à la vie commune avec le conjoint français. Donc autant vous dire que s'il y a une séparation, et quand je dis séparation, parce que ça c'est une grande erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit «Ah mais on est séparés, mais le divorce n'a pas été prononcé», ça n'a pas d'impact, hein, vous perdez votre titre de séjour également. Donc on est plutôt sur quelque chose qui est assez négatif. Euh, D'autres éléments, ça va être la possibilité de retrait, hein, puisque voilà, alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en cas de séparation avec le conjoint français. Celui-ci écrit à la préfecture pour dire que c'était un faux mariage, et donc c'est une fraude, et donc le préfet peut retirer le titre de séjour qui a été délivré pour ce motif. Ce qui fait donc que c'est un titre de séjour quand même assez fragile, en tout cas un titre de séjour qui génère énormément de difficultés, donc beaucoup moins, on va dire, stable ou protecteur qu'en général on va se l'imaginer. Ensuite, on a le titre de séjour parent d'enfant français. Alors lui, je lui ai quand même mis une note de 8 sur 10, parce que il est un petit peu plus stable dans la mesure où tant que l'enfant mineur vit en France, normalement, vous pourrez résider en France. Il a comme autre avantage, et ça c'est quelque chose qu'on voit peu et c'est vraiment dommage, c'est que quand vous êtes le parent étranger de l'enfant français et que vous avez été voir le juge aux affaires familiales pour obtenir une décision qui vous donne des droits sur votre enfant français, ce que tout le monde devrait faire, soyons extrêmement clairs là-dessus en ce qui me concerne, et à ce moment-là, vous avez quand même une forme de stabilité qui va s'installer, hein, puisque le fait d'avoir engagé une démarche juridique et d'avoir un jugement qui prouve droit sur votre enfant va vous protéger, notamment au moment du renouvellement. Il n'est pas parfait non plus, parce que effectivement, si vous ne faites pas ça, il faut justifier de l'entretien et de l'occupation de l'enfant, l'entretien à l'éducation et à l'éducation de l'enfant. C'est pas toujours évident, il y a des gens pour qui c'est très complexe. Et voilà, si vous n'avez pas les preuves au moment du renouvellement, effectivement, ça ne va pas fonctionner. Mais bon, globalement, c'est plutôt rare. Parfois, c'est vraiment un problème que les gens le font, mais ne gardent pas les preuves que ça n'existe pas vraiment, que ça n'a pas été fait. Voilà, sachant que également, ça c'est une autre difficulté, il faut aussi justifier que le parent français s'occupe de son enfant, ce qui non plus n'est pas toujours évident, d'où l'énorme avantage de la procédure devant le juge aux affaires familiales dans ce cas-là. En troisième position, nous allons avoir le cas des personnes, enfin des étrangers, qui sont nés en France et qui justifient avoir résidé pendant au moins 8 ans de façon continue et suivi après l'âge de 10 ans une scolarité d'au moins 5 ans dans un établissement d'enseignement français. C'est un titre de séjour qu'on voit rarement. Pourquoi? Parce que généralement, l'enfant étranger qui est né en France, il va rester en continu jusqu'à ses 13 ans. Et à ses 13 ans, les parents vont faire une demande d'acquisition de nationalité française par déclaration. Et donc, il devient français et donc il ne demande jamais un titre de séjour pour ce motif. Donc, c'est quelque chose quand même de plutôt rare qu'on voit peu, vraiment peu. Parce que sinon, c'est le cas de l'enfant, il est né en France, mais les parents ils sont partis tout de suite après. Donc, et il revient pour ses études, passer ses 18 ans. Donc, à ce moment-là, le titre de séjour n'existe pas. Donc je lui ai donné une note de 7 sur 10 parce que si vous êtes dans cette situation et que vous avez pu demander ce titre de séjour, bon, on imagine que vous êtes né en France, que vous y avez quand même résidé de manière stable durant votre minorité, où vous avez fait vos études. Donc les chances de le perdre, la facilité de renouvellement à partir du moment où vous êtes toujours présent sur le territoire sont plutôt bonnes. Voilà, c'est plus une difficulté de le demander si vous êtes dans cette situation-là, à ce moment-là, plutôt que, on va dire, une question de difficulté de renouvellement ensuite. Donc je lui donne la note de 7 sur 10. Ensuite, on va avoir le cas des personnes qui sont qui vont avoir un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial. Donc, procédure de regroupement familial, votre conjoint demande le regroupement familial, il l'obtient, vous venez en France et vous avez un titre de séjour vie privée et familiale. Alors, je lui ai donné la note de 6 sur 10. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, par rapport aux conjoints de français, c'est à peu près les mêmes problèmes, d'accord, hein. On a toujours cette notion de vie commune qui doit être entretenue, éprouvée et que, évidemment, si ce n'est pas le cas, le titre de séjour, il disparaît. Donc voilà, on se retrouve à peu près sur la même, dans une situation identique. Donc bon, pas trop mal, mais pas non plus incroyable. Ensuite, en 5e position, ça j'en ai un petit peu parlé avant, l'étranger qui est entré en France avant l'âge de 13 ans. Alors lui, je lui ai donné une note de 7 sur 10, parce que alors lui, beaucoup plus fréquent d'ailleurs, hein, que celui de l'étranger, né en France, puisque comme je dis, celui-là souvent il va être naturalisé. Celui entré avant l'âge de 13 ans, c'est beaucoup plus fréquent parce qu'évidemment, du coup, il n'a pas pu être naturalisé. Il pourra pas être naturalisé à ses 18 ans puisqu'il n'est pas né en France. Donc on est sur un cas, voilà, assez fréquent quand même, pour ces personnes-là. Donc 7 sur 10 parce que, bah, vous avez quand même, la possibilité donc de le demander à vos 18 ans, vous l'obtenez. Bon, ensuite il se renouvellera juste du fait d'être présent sur le territoire. Il a 2 petites difficultés, c'est qu'il faut que la demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, ait été faite dans l'année qui suit les 18 ans et il faut également qu'un des parents soit présent sur le territoire. Alors c'est assez rare, hein, de voir, un enfant qui arrive en 13 ans sans ses parents, mais bon, ça fait partie des conditions. Donc ça peut être un petit peu, les difficultés sur ce titre, mais ça reste plutôt quelque chose de, voilà, plus solide en tout cas qu'un conjoint de français ou, dans le cadre du regroupement familial, mais peut-être pas aussi fort qu'on peut l'avoir pour un parent d'enfant français qui aurait pris la peine de faire le jugement. Ensuite, donc en 6e position, on va avoir le cas des des étrangers qui ont été confiés mineurs à, l'aide sociale à l'enfance. Alors là, lui, je lui donne un 5 sur 10. C'est vraiment pas un très bon titre de séjour. Pourquoi? Parce que, alors évidemment, vous avez ce concept, de le demander dans la 18e année. Il faut être arrivé avant un certain âge en France. Hem, mais le gros souci, c'est que, la personne, en fait, quand elle va demander le titre, l'État, il va aussi analyser ses liens avec son pays d'origine et c'est là où, par contre, ça se voit peut-être un peu moins dernièrement, mais où il y a eu beaucoup de contentieux. Parce qu'en gros, quand, la préfecture, elle voulait pas donner, la carte de séjour, elle disait: «Ah bah non, il a appelé ses parents, 2 fois en 10 ans, donc du coup, il a encore un lien avec, les parents, au pays». Je caricature, mais à peine et donc ça a été un gros débat judiciaire et beaucoup de décisions qui ont été rendues, mais sur cette notion de, si vous gardez contact avec les parents à l'étranger, on peut vous le refuser. Je trouve que c'est un titre de séjour du coup qui est extrêmement, faible, comparé, hein, si je compare aux autres ou au titre de séjour en général. Donc je lui donne une note, de 5 sur 10. Dernier, titre de séjour, donc celui, au titre de la vie privée et familiale générale. Alors lui, bon je lui ai mis la note de 2 sur 10, hein, pourquoi? Alors 2 sur 10 parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement aléatoire. Les autres, vous avez des critères, ils sont définis, alors vous les remplissez pas, mais ils sont assez clairs dans, ce qui est demandé, assez clairs dans ce qui va être jugé par un tribunal ou, dans une décision de préfecture. Celui-ci, on est sur un fourre-tout absolu. Vous pouvez mettre tout ce que vous avez envie dedans et les juges derrière, ils peuvent aller chercher ce qu'ils veulent. Ce qui veut dire que le titre de séjour vie privée familiale générale, il est totalement aléatoire. Alors, son seul petit côté positif, c'est que si vous l'obtenez, à ce moment-là, les chances de le perdre deviennent faibles. D'accord? C'est qu'on estime que vous avez passé assez de temps en France, vous avez assez d'attaches, donc vous êtes quand même sur quelque chose de stable, mais par contre, pour l'obtenir, très compliqué, puisque, voilà, ça va être, sur, des appréciations, qui sont généralement, très aléatoires. Voilà, l'idée surtout, en fait, pourquoi je lui donne aussi une très mauvaise note, c'est que beaucoup de gens qui font une demande, hein, sur ce fondement-là et généralement, ça se passe mal, hein, puisqu'ils n'ont pas la bonne interprétation de ce que ça représente. Alors, on va dire qu'on pourrait aussi mettre le PACS dedans, parce que quand vous demandez un titre de séjour dans le cadre d'un PACS, c'est ce titre-là que vous, demandez. Mais même si c'est le cas, c'est à
c'est même pas noté dans l'article. Donc, encore une fois, voilà, 2 sur 10, vraiment le pire pour moi, titre de séjour. Pas tellement une fois que vous l'avez obtenu, puisqu'à ce moment-là, je pense qu'il est assez stable, si on compare par exemple au conjoint. Par contre, à obtenir, très très difficile, voilà, une part d'aléatoire énorme. Donc bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais si on peut passer par un autre lien familial, c'est plutôt ça qu'on va recommander. Donc voilà, j'ai repris tous les titres de séjour qui sont prévus dans le CESEDA pour les motifs familiaux. Je vais maintenant donner une note globale sur tous les motifs, enfin sur tous les titres de séjour délivrés pour les motifs familiaux. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos sur les autres types de titres de séjour plus tard, donc vous pourrez apprécier un petit peu ce qu'on voit, ou en tout cas ce que moi j'en pense. Et ici, donc sur l'intégralité des titres de séjour pour les motifs familiaux, je vais donner une note globale de 5 sur 10, donc la moyenne. C'est pas terrible, hein, parce que il y a vraiment ce côté où soit vous en avez très difficile à obtenir, par contre stable, soit très facile à obtenir, par contre très précaire, hein. Donc c'est un petit peu les deux cas de figure. Par exemple, celui où je suis né en France, avant mes 18, je restais en continu jusqu'à mes 8 ans, j'ai fait ma scolarité. Oui, ok, si vous arrivez à ce niveau-là, d'ailleurs vous auriez pu demander la nationalité française en général, on va être sur du stable, mais il faut l'obtenir d'abord. À l'inverse, conjoint de français, facile à obtenir, ou parent d'enfant français, facile à obtenir. Par contre, dans certains cas, ça peut partir très très vite et vous pouvez le perdre très très vite, surtout les conjoints de français. Donc là, vraiment, voilà, à la fois des avantages d'un côté, à la fois des avantages de l'autre. Donc personnellement, 5 sur 10, voilà, ça fait... Et du coup, ça, je pense, ça jette un peu un caillou dans la mare de voilà, tout ce qu'on entend dans les médias. On dit, oh là là, l'immigration familiale, les gens, ils viennent n'importe comment. Bon, évidemment, comme tout ce que vous entendez globalement dans les médias sur ce sujet, hein, c'est pas du tout la réalité, en tout cas la réalité des faits et la réalité judiciaire. Donc voilà, moi je pense que l'immigration familiale en France n'est pas idéale. On est sur un système pensé il y a déjà très longtemps, qui mériterait d'être un petit peu plus, on va dire, adapté, hein. Je pense notamment aux parents d'un enfant qui ne serait pas leur enfant, l'enfant de leur conjoint. Il n'y a aucune, voilà, il y a rien là-dessus, donc on a vraiment des cas qui ne sont pas pris en compte. Donc on est vraiment sur voilà, une vision, on va dire, très, très ancienne, qui mériterait, à mon sens, d'être beaucoup, en tout cas d'être améliorée, revue, comme beaucoup de choses hein, dans ce domaine, mais en tout cas, je pense que voilà, 5 sur 10, c'est pas bien, mais bon, ça pourrait être évidemment toujours pire. Je précise encore 2-3 petites choses, c'est que ben, en cas de rupture de la vie commune, là je parle pour les conjoints français, les regroupements familiaux et les parents d'enfants français, parce que si évidemment vous avez un enfant avec un français et que vous vous séparez, ça va avoir des répercussions par rapport à lui aussi. Voilà, n'attendez pas que la rupture soit intervenue, réfléchissez en amont, pensez bien que ça va avoir des conséquences fortes hein, et directes sur votre titre de séjour. Donc pensez-y, anticipez et plus vous le faites tôt, plus vous avez des chances que ça se passe bien ensuite. Au final, sur ces titres de séjour de donc vie privée et familiale, hein, on va dire que la seule chose qui est relativement intouchable parmi tous les critères qui vont être pris en compte, ça va être l'ancienneté de présence. Voilà, quelqu'un qui va vivre en France pendant 15-20 ans va forcément avoir plus de chances, être plus protégé que d'autres. Là où, voilà, comme je vous ai expliqué, un mariage ou même avoir un enfant n'est pas toujours une protection absolue et peut d'ailleurs très bien ne pas suffire pour avoir un titre de séjour. Donc en conclusion, eh ben, je voulais vous donner ces avis sur ces différents titres de séjour pour voir un petit peu vous situer, pour que vous sachiez ce que moi j'en pense avec toute mon expérience dans ce domaine. Donc n'hésitez pas hein, à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Si vous pensez par exemple que le titre de séjour conjoint de français il est incroyable, eh ben, n'hésitez pas, donnez-moi votre note, mettez-lui 11 sur 10 si vous voulez. En tout cas ce sera sympa de voir les autres avis sur la question. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas, donc comme j'ai dit, soit à commenter par rapport au sujet, mais n'hésitez pas aussi s'il y a des sujets qui vous intéressent. Voilà, alors il y a beaucoup de commentaires, hein, j'essaye d'y répondre le plus possible quand j'ai le temps. Mais en tout cas, s'il y a des sujets intéressants, je serai
en tout cas, je peux tout à fait faire une vidéo là-dessus pour pouvoir y répondre sur un format long, hein, parce que forcément, quand vous avez un commentaire, je peux répondre sur une phrase. Sur une vidéo, je peux vraiment prendre le temps de répondre. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à activer les notifications, à donner un petit pouce, c'est toujours quelque chose qu'on apprécie. La prochaine vidéo portera sur le sujet de mes 5 meilleures, on va dire, astuces que je pourrais donner à une personne qui décide de vivre en France. Voilà, donc toutes les semaines, vous aurez une vidéo le jeudi à 17h. Donc si vous activez la cloche, vous recevrez une notification. Sinon, vous pourrez toujours la regarder quand vous le souhaitez. Dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on avance en termes d'abonnés, c'est super, je suis très content et je vous remercie d'ailleurs, hein, pour tous ceux qui prennent la peine d'écouter et de regarder ces vidéos. Et donc, je me suis dit que si on atteint les 1000 abonnés, je prendrai à ce moment-là, alors pas tous les commentaires, mais j'en sélectionnerai quelques-uns et je ferai une vidéo juste consacrée à ces commentaires et pour vous donner des réponses. Donc voilà, espérons qu'on va y arriver tous ensemble. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.